impérieux justifié. Ces tarifs resteront en vigueur tant qu'ils ne seront pas modifiés par une nouvelle délibération de l'Assemblée délibérante. Donc vous pouvez effectivement voir les différentes tarifications qui sont proposées pour un pass savinien et un pass non savinien. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider les tarifs proposés pour les activités du pôle de l'animation de la vie locale, de dire qu'ils seront applicables du 1er septembre 2025 au 31 août 2026 et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions? Eh bien, adopté à l'unanimité. Donc, rapport suivant, rapport numéro 4, avec la tarification des badges du COSEC pour l'année 2025-2026. Monsieur Hennequin. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, l'accès au COSEC de la Noulutel se fait via des cartes remises aux présidents d'associations, valables de septembre à juillet, puis désactivées et reprogrammées chaque année selon les besoins exprimés. En cas d'arrêt d'activité, les cartes doivent être restituées sous peine de facturation. Pour l'année 2025-2026, il est proposé de porter la location des cartes à 3 € par an et leur remplacement, perte, vol, détérioration à 30 €. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider les tarifs et modalités de location des cartes d'accès au COSEC pour les associations utilisatrices régulières des infrastructures, de dire que ces modalités sont applicables pour l'année 2025-2026 et d'autoriser monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 5, avec la ruée vers l'autre et notamment la tarification des objets promotionnels. Monsieur Stauder. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, à l'occasion du festival La ruée vers l'autre des 6 et 7 septembre prochains, la ville proposera sur son stand, comme les années précédentes, un espace boutique du festival sur lequel les visiteurs pourront acheter les objets marqués aux couleurs de l'événement, à savoir avec les tarifs suivants pour les produits suivants: chapeau de paille 5 €, éventail 8 €, bob enfant et adulte 4 €. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider la proposition de tarifs pour la vente de ces objets promotionnels, de dire que ces tarifs seront applicables à l'occasion de l'édition 2025 du festival, et enfin d'autoriser monsieur le maire à faire toutes les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Alors, on espère que les éventails et les chapeaux seront bien nécessaires cette année. Voilà, c'est juste ce que l'on peut souhaiter. On n'a pas prévu de parapluie, donc voilà, faut qu'il fasse beau et qu'il fasse très beau. Donc, est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 6, avec une subvention exceptionnelle à la protection civile. Monsieur Ménera. Merci, monsieur le maire. Merci, mes chers collègues. Le conseil municipal, par sa délibération du 7 mars 2025, autorise les associations à déposer leur demande de subvention exceptionnelle jusqu'au 31 octobre 2025. L'association Protection civile de l'Aube a déposé en date du 19 juin 2025 une demande de subvention exceptionnelle de 1 000 € pour l'achat de casques de protection à destination de ses équipes d'intervention. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider l'attribution d'une subvention exceptionnelle à hauteur de 1 000 € à l'association Protection civile de l'Aube pour l'achat de casques de protection et d'autoriser monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 7, avec les tarifs de l'école de musique et de danse. Monsieur Stauder. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, afin de permettre à l'école de musique et de danse de préparer dès à présent les inscriptions aux différents cours le mois de septembre prochain, je vous propose d'examiner les tarifs en vigueur, les tarifs ayant été rééquilibrés et réactualisés pour la rentrée 2023-2024. Il vous est proposé de les maintenir avec le tableau tarifaire en annexe, et ces tarifs resteront en vigueur tant qu'ils n'auront pas été modifiés par l'Assemblée délibérante.
Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'acter le maintien des tarifs de l'école de musique et de danse pour l'année scolaire 2025-2026. Proposé ci-dessus d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci. On a changé un petit peu le format des délibérations pour que notamment sur les... Voilà, s'il n'y a pas de modification, voilà, c'est de faire perdurer la délibération et pour éviter des fois d'encombrer et d'arriver des fois sur un stock très important de délibérations comme on peut avoir ce soir. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport ? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions ? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, toujours la culture, avec une convention de partenariat, mais qu'on a déjà vu. Donc, c'est avec les cultures du cœur Champagne-Ardenne. Monsieur Pouzin. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, la ville de Sainte-Savine souhaite, par l'intermédiaire de son centre culturel L'Art Déco, renouveler son partenariat avec l'association Culture du Cœur de Champagne-Ardenne pour faciliter l'accès à la culture des personnes en situation de précarité sociale ou bien de précarité économique par la mise à disposition d'invitations, d'actions de sensibilisation ou par la mise en place de telles actions de sensibilisation culturelle. Une convention entre la ville de Sainte-Savine et l'association Culture du Cœur de Champagne-Ardenne fixe le cadre de ce partenariat pour la saison culturelle 2025-2026. Et cela à raison de 5 places gratuites par spectacle. C'est pourquoi, monsieur le maire, chers collègues, il vous est proposé d'approuver ce partenariat et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention telle que jointe à la présente et ainsi de faire toutes les démarches nécessaires ainsi que signer les pièces utiles. Merci beaucoup, monsieur Pouzin. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport ? Oui, monsieur Soler. Monsieur le maire, juste pour donner une précision sur Culture du Cœur, donc qui permet à des personnes donc en précarité d'avoir des places pour des offres de spectacles, l'Art Déco notamment, ont été offerts par différents organismes et associations une centaine de places et 22 personnes ont pu bénéficier de spectacles à l'Art Déco. Donc 22 personnes ont utilisé ces places pour assister au spectacle Art Déco et découvrir la culture de notre belle ville et à l'Art Déco, j'ai dit. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport avant de faire passer au vote ? Non. Eh bien, je vous propose donc de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre ? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Petit point technique, donc même si en fait a priori le flux de live dysfonctionne, mais il y a quand même la captation et l'enregistrement, donc ça sera diffusé là pour le coup peut-être en différé, à moins que ça se solutionne en cours de route. Mais en tout cas la captation fonctionne, c'est la transmission qui a priori dysfonctionne. Voilà. Mais en tout cas tout est enregistré. Donc attention. Point numéro 9. Cérémonie des 120 ans de la laïcité, Monsieur Huard. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, le 9 décembre 2025 marquera le 120e anniversaire de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, texte fondateur de la laïcité en France. À cette occasion, la ville de Sainte-Savine propose, après la cérémonie en hommage à Samuel Paty, plusieurs temps forts, dont une table ronde à l'Art Déco en partenariat avec l'Université de Champagne-Ardenne sur le thème « La loi de séparation entre l'Église et l'État au service de la République ». En application des dispositions de la délibération numéro 4 du 6 mai 2025, s'agissant d'un événement partenarial entre la commune et l'Université de Champagne-Ardenne, l'Art Déco sera mis à disposition gracieusement. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider l'organisation de la célébration des 120 ans de la laïcité. Merci. Des remarques sur ce rapport? Oui, Madame Iglesias. C'est une très belle initiative de célébrer les 120 ans de la laïcité. C'est un événement d'une grande importance, surtout au regard des défis actuels que traverse le monde en matière de tolérance, de liberté de conscience et de respect des différences. Gérald, nous apprécions beaucoup ton engagement.
Merci pour lui. Dire que j'apprécie aussi vos engagements à tous sur le chemin de la laïcité, puisque nous sommes tous à peu près d'accord, nous sommes tous d'accord sur ce cheminement. Merci. Merci. D'autres remarques ou commentaires? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Eh bien, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et donc, toujours dans les anniversaires, c'est les 100 ans du mouvement Art déco. Madame Bell. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, marqué par un riche patrimoine Art déco, notamment son centre culturel, ancien hôtel de ville de 1935, la ville de Sainte-Savine célébrera en 2025 le centenaire de ce mouvement architectural. À cette occasion, des animations seront proposées en novembre. Conférences, expositions, visites guidées, rallyes urbains, ateliers et jeux Cluedo. Point d'orgue de cette programmation, un bal Année folle organisé le samedi 22 novembre à l'Art déco, inscrit dans la saison culturelle 2025-2026. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider l'organisation du centenaire du mouvement Art déco. Merci. Des remarques sur ce rapport? C'est une bonne idée. C'est dommage qu'il n'y ait pas des antiquaires ou des gens qui savent de ça, parce que je cherche des chaises Art déco. Peut-être dans une édition des puces saviniennes. En tout cas, c'est vrai qu'on a quand même notre bâtiment totem Art déco et donc là, on regarde la programmation qui pourrait être faite, etc. Enfin, je pense qu'il y aura des choses assez intéressantes. Parce qu'effectivement, on trouve de moins en moins de meubles Art déco. Ça a été une période, on sort d'une période où ça a été très recherché, et même dans le sud-ouest de la France où il y en avait beaucoup, on n'en trouve pas. Alors si quelqu'un en a... Ok, l'appel est lancé. S'il n'y a pas de remarques complémentaires, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Encore dans les anniversaires, et je vous promets, c'est le dernier pour le moment, hormis celui de Cécile, mais c'était hier. Donc les 50 ans de l'école de musique et de danse, Monsieur Stauder. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, créée en 1975, l'école municipale de musique et de danse de Sainte-Savine, première structure de ce type dans l'agglomération après le conservatoire de Troyes, accueille aujourd'hui plus de 300 élèves. En 2025 et 2026, son cinquantenaire sera célébré à travers plusieurs temps forts. Une soirée inaugurale, c'est-à-dire la soirée de présentation de la saison culturelle à l'Art déco, des concerts réunissant des élèves, des professeurs actuels et anciens, concerts de professeurs actuels et anciens, des expositions de photos et un concert commun avec l'orchestre d'harmonie. Une exposition artistique permanente sera également installée tout au long de l'année, issue d'un appel à candidature auprès des artistes locaux autour des thèmes de la musique, de la danse et de l'école. Chaque œuvre fera l'objet d'une convention de dépôt avec la commune. Ces événements mettront à l'honneur l'histoire, les talents d'aujourd'hui et l'avenir de l'école. En fait, l'idée, c'est de pouvoir émailler toute la saison 2025-2026 de plusieurs événements, comme j'ai pu les citer, pour célébrer ces 50 ans. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider l'organisation du cinquantenaire de l'école de musique et de danse et d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions de dépôt d'œuvres avec les artistes pour l'organisation de l'exposition œuvres autour de la musique. Merci Monsieur Stauder. Est-ce qu'il y avait des remarques ou des commentaires? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Donc, rapport suivant, rapport numéro 12, avec le renouvellement de convention de mise à disposition de locaux scolaires au profit de l'UEMA. Madame Martin. C'est là. Merci, Monsieur le maire. Donc, mes chers collègues, la commune souhaite maintenir une unité d'enseignement en maternelle autisme, UEMA, ouverte en 2024, excusez-moi, au sein de l'école maternelle Guingouin, en partenariat avec l'Agence régionale de santé, ARS, et l'Éducation nationale. Il convient de renouveler la convention de mise à disposition de locaux
en faveur de AFG Aube Autisme pour l'année scolaire 2025-2026 pour l'accueil et le fonctionnement de l'UEMA. Cette convention précise les conditions d'utilisation des locaux, les responsabilités respectives de la commune et des autres parties prenantes. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver les termes de ce partenariat, d'autoriser Monsieur le maire à signer et faire toutes démarches utiles. Merci. Michel, des remarques sur ce rapport? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. En tout cas, c'était fortement apprécié. En tout cas, on avait eu des très bons retours. Voilà. Puis, il y avait aussi quand même nécessité. On est quand même encore sous-doté en termes d'équipement à destination des jeunes, en tout cas d'avoir des classes adaptées de ce type. Et en tout cas, ça contribue aussi au maillage en fait en termes d'âge, puisqu'en fait, on avait quand même une carence sur cette partie. Donc, voilà, ça contribue. C'est pas encore assez, mais on espère que ça sera développé sur aussi d'autres communes dans les années futures. Juste ajouter un petit point, l'intérêt aussi, c'est que entre les classes externalisées de l'Institut Chanteloup, la classe de l'UEMA et nos écoles, se sont développés aussi des cours de langue des signes pour les enfants des différentes structures, des classes hors les murs le lundi matin. Donc voilà, il y a des pratiques qui s'échangent entre les enseignants de l'école publique classique, j'ai envie de dire, des classes externalisées de Chanteloup et de l'UEMA. Donc c'est un plus pour tous. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et donc, rapport suivant, rapport numéro 13, avec la prévention spécialisée. Madame Bell. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, dans le cadre de la convention relative au financement de la prévention spécialisée entre la ville de Sainte-Savine et l'association Jeunesse pour demain, la JD, il est nécessaire d'adopter un nouvel avenant fixant les termes financiers pour l'année 2025. Cette modification concerne uniquement les personnels et ne modifie en rien les équivalents temps plein. Le montant prévisionnel de la subvention 2025 de la ville de Sainte-Savine s'élève à un montant de 29 157 €. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver les termes de l'avenant 2025, d'autoriser Monsieur le maire à signer le dit avenant et faire toutes démarches utiles. Merci. Des remarques sur ce rapport? Pardon. J'ai pas reconnu la musique. J'ai pas reconnu la musique. Pardon. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport, hormis les sonneries intempestives? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 14 avec la participation financière à l'école privée Louis Brisson. Madame Caterino. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, l'école privée Louis Brisson de Sainte-Savine bénéficie depuis le 22 octobre 2001 d'un contrat d'association avec l'État. Ce contrat engage la commune à participer aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires et des maternelles depuis la rentrée scolaire 2019 sur la base des coûts constatés dans les écoles publiques. Cette participation couvre notamment les frais liés aux locaux, chauffage, électricité, entretien, au mobilier, aux fournitures scolaires, au matériel informatique, pédagogique et au transport scolaire. Pour l'année 2025, sur la base des données du compte administratif 2024, le coût par élève est fixé à 881,43 € pour la maternelle, 27 élèves, et 371,73 € pour l'élémentaire, 45 élèves, Savinien. Soit une contribution totale de 40 526,46 €, 23 798,61 € pour la maternelle et 16 727,85 € pour l'élémentaire. Cette participation sera réévaluée chaque année en fonction des dépenses de fonctionnement et des effectifs recensés au 1er octobre de l'année précédente. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de verser une somme de 881,43 € pour chaque élève savinien de ces classes maternelles, donc de l'école Louis Brisson, et de verser une somme de 371,73 € pour chaque élève savinien des classes élémentaires de l'établissement Louis Brisson. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non? Eh bien, oui. Juste une remarque, juste une information pour que ce soit clair pour
tous les administrés qui peuvent suivre nos débats, c'est la partie que la loi nous impose à verser à l'école privée. Privé sous contrat, voilà. Me permettre, et qui est calculé sur la même base que ce que l'on verse à nos écoles. Donc c'est exactement le même calcul avec le prorata de temps de vacances, de week-end, etc. Voilà. C'est dit. Eh bien, est-ce qu'il y avait des remarques complémentaires? Non. Ah, vous voyez, me regardez, Monsieur Moser. Oui, il y aura une abstention de notre part. Certes, au mandat précédent, on ne s'était pas abstenu. Maintenant, il est bien derrière nous et c'est vrai que du point de vue de notre position par rapport à ça, c'est d'abord l'école directe de la République, donc on s'abstiendra. Après, la difficulté, c'est que c'est devenu obligatoire. Donc, Non, oui, ça ne met pas en cause de toute façon la délibération, etc. Mais c'est une opinion et un avis qui doit paraître aussi dans le Conseil. Voilà. Sur le fond, on n'est pas d'accord. On sait bien d'où ça vient, comment ça a été fait. Bon, c'est tout. C'est une école privée. Merci. Eh bien, c'est noté. Eh bien, je vous propose donc de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre? 1. Des abstentions? 3, 4, 5. Alors, que je regarde bien. 1, 2, 3, 4, 5. 6 abstentions. Ah oui, et puis avec les pouvoirs. Qui a un pouvoir de quoi? Levez deux bras. Ça sera plus simple pour moi. Ah, il y a monsieur. 1, 2, 4. Non, 2, 3. 3. 5. Qui c'est qui avait 5? Qui c'est qui avait levé Jean-Michel, pouvoir ou pas pouvoir? Pas de pouvoir, Michel. Ouais. Et monsieur Bernier, un pouvoir ou pas de pouvoir? Ok. Eh bien, 8, donc adopté à la majorité. Je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 15, avec la tarification de la restauration scolaire. Madame Caterino. Merci, Monsieur le maire. La tarification de la restauration scolaire a été actualisée au 1er septembre 2024, après 2 ans de stabilité des tarifs. Dans un contexte économique et social contraint, la commune entend ajuster la hausse nécessaire des tarifs destinée à compenser une partie de l'augmentation des coûts de confection et de livraison des repas. Il est proposé d'actualiser la tarification de la restauration scolaire à compter du 1er septembre 2025. Donc à ce jour, je vous fais grâce de la lecture du tableau que vous avez tous sous les yeux. Nous vous proposons d'appliquer une hausse de 5%, ce qui se traduirait avec le tableau que vous avez de nouveau sous les yeux. À noter que par famille, ça se traduirait par une hausse comprise entre 25 et 32 euros en fonction de la situation et du nombre de repas. J'ajouterais qu'aujourd'hui, la collectivité compense une hausse de 8,40%. Voilà, donc l'idée était de trouver un entre-deux qui ne remette pas toute cette hausse de confection liée à notre situation économique générale actuelle, mais pour autant de pouvoir pallier quand même un peu aux hausses qui sont subies dans le cadre du marché. Il m'en manque une partie. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver les nouveaux tarifs de la restauration scolaire applicables à compter du 1er septembre 2025 et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches utiles et signer tous les documents nécessaires. Voilà, c'est ce qu'on avait dit, c'est on continue quand même à amortir l'augmentation qui nous est faite, mais à un moment donné, il faut qu'on suive un petit peu, au moins tout du moins une partie. Il y avait une première fois, on n'avait pas du tout suivi l'augmentation qui nous avait été faite, mais à un moment donné, il faut qu'on puisse aussi trouver pas une forme d'équilibre, mais en tout cas, voilà, une forme aussi de logique. Voilà, on peut le regretter et finalement on le subit. Voilà. Oui, Monsieur Moser. Oui, deux questions. Enfin, est-ce qu'il y a toujours la pratique du quotient familial, pour distinguer un petit peu les conditions des familles? Oui, toujours. Ouais. Oui, moi, j'ai pas tout regardé. Je commençais à saturer un peu.
Ouais. Et puis Pour la facturation, c'est toujours basé sur la situation à la CAF, voilà. Autant pour l'extrascolaire, le périscolaire et la cantine. Et ma deuxième question, c'est la part de bio. On en est où de la part des aliments bio ou des produits bio pour la restauration avec API? C'est API encore? C'est toujours API? C'est API toujours, je vous le redirai. On l'avait fait évoluer dans le dernier marché il y a 2 ans parce que la part de bio était considérée à l'hebdomadaire et du coup les élèves, enfin les enfants se retrouvaient parfois sur le même repas avec tout un repas en bio par exemple ou en VG, et là elle est étalée. Par contre on est au-dessus de ce que la loi nous préconise, mais je vous retransmettrai autant en circuit court qu'en bio en fait. Oui, donc tout ça parce que ça a une incidence aussi sur l'évolution des prix. Voilà. Merci. Par contre, c'est dilué. Enfin, en fait, dans les cadres qu'on donne à API, c'est dilué sur la semaine, ce qui leur permet, eux, de pouvoir jouer aussi sur les prix en faisant des achats raisonnés et avec les possibilités et les actions du moment, en fait. D'accord. Se posera la question, effectivement, aussi de la question de la restauration scolaire un jour sur... peut-être reprendre la main sur cette partie-là. Après, il faut voir comment ça peut être organisé. Parce qu'en fait, c'est toujours compliqué au travers des marchés. Et puis la maîtrise de ce que l'on donne directement. Et quand on passe par des marchés, on perd une forme de souplesse. Et donc après, c'est de voir comment ça peut s'organiser. Ça fait l'objet d'échanges, notamment la question voilà, ça faisait partie d'échanges qu'on avait avec le département dans le cadre de la rénovation et la réfection du collège. On a des pistes de travail, mais qui sont encore loin d'être abouties. Mais en tout cas, c'est pas forcément 100% satisfaisant à l'heure actuelle. Il faut en être conscient, mais on n'a pas d'alternative pour le moment. Monsieur Moser. La question qui se pose, c'est d'avoir sa propre cuisine. Donc, produire soi-même les repas. Moi, j'ai vu la différence de qualité entre justement les restaurations au collège, par exemple, où le département, depuis très longtemps, avait fait le choix de cuisine dans chaque site, où ça a évolué vers de la qualité, vers du choix, etc. C'était pas mal du tout, par rapport à ce qui se passe dans bien des écoles primaires. Je ne parle pas seulement de Sainte-Savine, au niveau quand même de la qualité. Par contre, il faut avoir un volume à produire suffisant et pouvoir éventuellement travailler avec des collectivités, y compris, je sais pas, la maison de retraite ou autre, peut-être, pour envisager un marché suffisant. Ça fait partie des réflexions. En fait, la question, c'était... Il n'y a rien d'acté, ça fait partie de l'objet de discussion qu'on avait, mais comme il y a eu beaucoup de mouvements dans le cadre de la rénovation du collège, c'était de pouvoir peut-être, si c'est possible, de mutualiser la partie restauration, ce qui faisait qu'en fait, on pouvait bénéficier aussi de l'expertise du département sur cette partie-là, parce que ils sont quand même plutôt bons là-dessus. Puis ils ont une plateforme, il y a le projet alimentaire territorial, ils ont une plateforme d'approvisionnement et de sourcing de producteurs locaux. Et donc ça permettrait peut-être d'être plus qualitatif. Pour l'instant, on n'est quand même que sur des intentions, mais en tout cas, ça fait l'objet de réflexions. Mais qu'on doit avoir. Oui, Marie-Laure. On avait pris attache avec la ville de Saint-André qui a construit une cuisine centrale et on est allé la visiter il y a maintenant 1 an et demi pour avoir justement la manière dont il l'avait dimensionné en fait en fonction du nombre de repas. On a nous aussi un point particulier, c'est qu'on a la crèche qui nécessite des repas un peu différents parce que c'est de la purée fine, de la purée en morceaux en fonction de l'âge d'évolution des enfants en fait. Et puis la distribution, parce que nos écoles sont, tout comme Saint-André, en fait, un peu disséminées. En tout cas, pour le coup, l'échange avait été très intéressant, mais c'est vrai que c'est un investissement qui est lourd, et pas uniquement en termes de bâtiments, mais également en termes de personnel et au niveau des moyens autres de métiers qu'on n'a pas aujourd'hui dans la collectivité qu'il faut mettre en place. Mais pour le coup, la ville de Saint-André se félicite de cette mise en place, très clairement. Ah, tout à fait. Et donc, c'est vrai que la fenêtre d'opportunité, ça pourrait être effectivement ça, la question de la mutualisation avec une collectivité qui a déjà l'expertise, l'expérience. Et puis, on est aussi de plus en plus sur des formes de mutualisation et d'optimisation. Et donc, ça pourrait avoir du sens. Après, ça fait l'objet de travaux et de discussions, mais qui ne sont pas encore matures pour qu'on puisse dire si on y va et si c'est possible surtout. Voilà. Mais on est conscient qu'on a une marge de progression. Voilà. S'il n'y a pas d'autres commentaires, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions? Adopté
à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant avec une session foncière, Monsieur Blanchot. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, la société Saviel souhaite acquérir la parcelle ZK78, lieu dit Le Bélian, d'une superficie de 4273 m², située en zone économique en bordure de la RD 660. L'association foncière de remembrement, 3 Champagne Métropole et le département de l'Aube ont donné un avis favorable. Le service des domaines a estimé la parcelle à 48 000 € selon un avis du 6 juin 2025. Saviel a confirmé son accord pour ce prix et s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais liés à la transaction, notaire, bornage. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de céder à la société Saviel la parcelle section ZK numéro 48 pour 4273 m² située sur le lieu dit Le Bélian à Sainte-Savine, de fixer le prix de la transaction conformément à l'avis du service des domaines à 48 000 € pour une surface de 4273 m², précision faite que les frais annexes seront entièrement supportés par l'acquéreur, et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte à intervenir, ainsi que toute pièce utile relative à cette opération. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non? Bon, en plus c'était une parcelle où en fait il s'en occupait déjà et qu'en fait il n'y a pas d'usage, pas de contraintes. On a levé un petit peu toutes les contraintes à la fois au regard de l'association l'association foncière, du département sur la question de la proximité avec la pénétrante ouest. Donc voilà, il y a une volonté aussi de pouvoir peut-être étendre leur espace de stationnement dans le cadre peut-être d'un projet ultérieur. Donc voilà, c'est un point et une chose positive. Et en plus, voilà, ça régularise finalement leur gestion de l'espace depuis quelques années, depuis même très longtemps. Eh bien, s'il n'y a pas de remarques ou de compléments, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport numéro 17, toujours acquisition foncière, Madame Thiédrez. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, la commune de Sainte-Savine a fait part à la copropriété du 106 et 108 avenue Général Gallieni de son souhait d'acquérir à titre gracieux l'îlot végétalisé situé sur le trottoir devant la résidence implantée sur la parcelle section AD 1127 située au 106 avenue du Général Gallieni à Sainte-Savine d'une surface estimée à 23 m². Dans un souci de simplification de la gestion des espaces publics, cet îlot étant situé sur le trottoir, la rétrocession à titre gracieux de cet espace est souhaitée par la collectivité. Le montant de la transaction envisagée est inférieur au seuil de consultation du service des domaines, qui est fixé à 180 000 pour les acquisitions. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de solliciter la rétrocession à titre gracieux d'environ 23 m² à prendre sur la parcelle section AD 1127, après intervention du géomètre. De dire que la transaction sera faite à l'euro symbolique, précision faite que les frais annexes seront entièrement supportés par l'acquéreur. D'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte à intervenir, ainsi que toute pièce utile relative à cette opération. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Et donc, toujours dans le foncier, mais on fait tous les champs, acquisition, cession, rétrocession. Et donc là, on passe au chapitre rétrocession. Et donc, c'est Monsieur Bernier. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, la commune de Sainte-Savine a fait part à la copropriété du Forum de son souhait d'acquérir à titre gracieux une partie de l'emprise du square Foulon situé à l'angle des rues Claude Foulon et Gilbert Médéric à Sainte-Savine. Dans le cadre des études sur le réaménagement du square Foulon, côté jeu, donc c'est pas la côté de la parcelle qui a été refaite dernièrement, mais vraiment côté jeu, il est apparu que celui-ci relevait pour partie de la parcelle AE 1116 appartenant à la copropriété du Forum. La commune de Sainte-Savine en assure l'entretien et l'exploitation. Il a été proposé à la copropriété la rétrocession de la partie du square implantée sur la parcelle AE 1111 pour une surface estimée à environ 220 m². Le montant de la transaction est envisagé est inférieur au seuil de consultation du service des domaines qui est fixé à 180 000 € pour les acquisitions. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de solliciter la rétrocession à titre gracieux et de 220 m² à prendre sur la parcelle section AE 1116
après l'intervention d'un géomètre, de dire que la transaction sera faite à l'euro symbolique, précision faite que les frais annexes seront entièrement supportés par l'acquéreur, et d'autoriser le maire à signer l'acte à intervenir ainsi que toute pièce utile relative à cette opération. Merci. Alors c'est bien 1116. Hein. Voilà. J'ai dit quoi ? 1111 deux fois, mais Non. à la fin non. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport ? Non ? Non ? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre ? Des abstentions adoptées à l'unanimité. Je vous remercie. Monsieur Bernier, votre micro. Pardon. Eh bien, rapport suivant, rapport 19, et donc ça aussi un local de l'étape. Donc avec la viabilité hivernale, bon, on anticipe, hein, mais voilà, il faut anticiper. Monsieur Blanchot. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, chaque année du 15 novembre au 15 mars, la commune de Sainte-Savine met en place un plan d'intervention hivernale. Par souci d'efficacité, la ville souhaite également intervenir sur 2 voies d'intérêt communautaire, l'avenue du Général Galliani et la rue Sarail. La facturation pour cette période comprend un forfait d'astreinte annuel de 29,22 € au kilomètre, un forfait de salage déneigement de 87,52 € au kilomètre jusqu'à 340 km traités et 59,88 € au kilomètre au-delà de 340 km. Le coût s'applique par passage. Si plusieurs passages sont nécessaires, le tarif est multiplié par le nombre de passages. La convention est conclue pour 1 an, renouvelable tacitement 3 fois, avec révision possible des prix après la première année. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'adopter les termes de la convention de services partagés entre les villes de Troyes et de Sainte-Savine et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer tout document utile. Merci. Des remarques sur ce rapport ? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre ? Des abstentions ? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 20 avec la thématique de transition écologique et énergétique. Madame Thiédrez. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, dans le cadre de sa démarche de réduction des déchets, la commune, déjà engagée dans le compostage collectif, a expérimenté entre 2023 et 2025 la mise à disposition gratuite d'un broyeur pour les déchets verts. On a eu 22 réservations pendant cette période. Ce dispositif va être pérennisé avec une convention de 5 ans. Troyes Champagne Métropole prend en charge l'achat, l'entretien et les réparations du matériel. Et de son côté, Sainte-Savine s'engage à réserver l'usage du broyeur aux habitants, à suspendre les prêts de mars à août pour la période de nidification, à informer les utilisateurs, à réaliser un état des lieux à chaque prêt. Un comité de suivi se réunira 1 à 2 fois par an. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition de Troyes Champagne Métropole ainsi que de toutes pièces utiles. Merci. Des remarques sur ce rapport ? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre ? Des abstentions ? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 21, avec les indemnités des élus. Monsieur Laville. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, l'octroi des indemnités est possible sur délégation du maire, couvrant plusieurs domaines, cohésion sociale, urbanisme, commerce, culture, vie citoyenne, associative, économique, quotidienne. Les indemnités sont fixées par les assemblées dans la limite légale et inscrite au budget communal. Conformément au Code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux délégués peuvent percevoir une indemnité spécifique qui doit rester dans l'enveloppe globale dédiée aux maires et aux adjoints, sans jamais dépasser le montant maximal attribuable au maire. Après l'élection d'un nouvel adjoint, 2 délégations sont actualisées. En matière d'affaires scolaires, enfance, jeunesse et famille pour une adjointe au maire, et en matière d'affaires scolaires pour une conseillère municipale. Des indemnités peuvent en outre être versées aux conseillers municipaux titulaires d'une délégation dans la limite d'un taux de 6% de l'indice terminal. Les indemnités sont calculées selon la strate de la population, 10 000 à 19 999 habitants, avec les taux votés suivants: maire 38%, adjoint 20,63%, conseillers délégués 5%, conseillers municipaux 1,95%. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de décider de fixer le montant des indemnités pour l'exercice des fonctions des élus comme cité précédemment. Le montant total de l'enveloppe autorisée étant de 137 673 € par an, le montant total des indemnités attribuées hors majoration étant de 131 003,04 € par an. De décider de procéder automatiquement à leur revalorisation en fonction de l'évolution de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique,
de décider d'inscrire les crédits nécessaires au compte 6531 du budget, de préciser que les indemnités du maire s'appliquent dès son élection le 4 juillet 2020, les indemnités des adjoints et des conseillers municipaux à compter de la signature des arrêtés de délégation. Merci. Étant entendu, comme vous l'avez vu, qu'il n'y a pas du tout de... Enfin, voilà, c'est juste pour actualiser au fait, il regarde des nouvelles délégations, mais il n'y a pas d'évolution. Voilà. Je précise, dans le cas où certaines ou certains ne comprendraient pas ou déformeraient les propos. Eh bien, s'il n'y a pas de remarques complémentaires, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Et donc, rapport suivant avec la désignation des délégués du conseil municipal dans différents organismes. Et si vous en êtes d'accord, donc je vous proposerai de vous prononcer, c'est de faire les désignations à main levée. Est-ce qu'il y avait des objections à ce que ça se fasse à main levée? Monsieur Moser, Madame Iglesias, pas d'objection à ce que ça se fasse à main levée plutôt que... Vous faites comme vous voulez. Bah non. Disons qu'en termes logistiques, c'est plus simple, mais donc s'il n'y a pas d'objection, donc on va procéder en tout cas aux désignations et en tout cas au vote à main levée. C'était Monsieur Serre, pardon, j'allais lire son rapport. Monsieur Serre, voilà, allez-y. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, suite à la démission de Patricia Keane, il est proposé à l'Assemblée de compléter la composition des délégués représentants dans les organismes extérieurs et de proposer au remplacement de l'élu démissionnaire. Donc, présentation au sein des établissements scolaires. Donc, primaire, Achille Payeur, Jules Ferry, Georges Guingouin, Lissue Aubrac. Donc, il y a déjà Madame Alice Bardet de suppléante. Et donc... Candidature. Madame Caterino. D'autres candidatures? Est-ce que tout le monde valide la candidature de Madame Caterino? Enfin, est-ce qu'il y a des objections? Abstention? Eh bien, Madame Caterino, vous êtes rajoutée. La suite, Monsieur Serre. Pour les écoles maternelles, Raymond Berniol, Georges Guingouin, Lucie Aubrac. C'est Madame Michèle Martin, titulaire, et Madame Marie-Laure Caterino, suppléante. Pour les collèges, Paul Langevin, un titulaire, Monsieur Jean-Christophe Stoder, suppléant, Madame Frédéric Bell. Conseil d'administration de l'association Maison pour tous, donc titulaire, Monsieur Virgile Hennequin. Et une candidature, Monsieur Pouzin. D'autres candidatures? Non. Eh bien, est-ce qu'il y avait des objections à ce que ce soit Monsieur Pouzin? Qui? Faites attention à ce que vous dites, Monsieur Pouzin. On va croire que vous avez des problèmes de psy. Eh bien, Monsieur Pouzin, c'est noté. Ensuite, sur le conseil de vie sociale... Jérémy, non, vas-y, Jérémy. Conseil de vie sociale de la résidence autonomie. Donc, il y a 3 titulaires, Monsieur Laurent Van Allen et Madame Maude Omis. Et quelqu'un d'autre? Oui, Monsieur Menra. Eh bien, pas d'objection. Eh bien, je vous propose de désigner Monsieur Menra, voilà, sur cette partie. Pour le conseil d'administration du CMCP Chanteloup, donc 2 titulaires. Il y a déjà Madame Caterino et il faudrait quelqu'un d'autre. Donc, il y avait Madame Obis qui s'était portée candidate. Donc, est-ce qu'il y avait des objections? Non. Eh bien, Madame Omis est désignée. Sur le Comité national de l'action sociale. Donc, un représentant élu qu'il faut nommer. Candidat, Monsieur Huard. Des objections? Eh bien, c'est Monsieur Huard. Et ensuite... Pour l'association Azimat et SSMAT, afin de développer l'action des associations Azimat et ASMAT en partenariat avec les collectivités locales, une représentation de chaque commune est instituée au sein des instances délibérantes de l'ASMAT. Je vous propose de désigner donc pour représenter la commune de Sainte-Savine
un titulaire, un nouveau titulaire et un suppléant qui est déjà Monsieur Laurent Van Allen. Donc en titulaire, s'il y a des candidatures, Monsieur Menera. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures, des objections? Donc Monsieur Menera, s'il n'y a pas d'objection. Parfait. Et c'est bon. Merci. Merci. Eh bien, toujours dans les désignations, Monsieur Bernier. Merci, Monsieur le maire. Suite à la démission de Patricia King, membre du comité technique et du comité... Non, il y a un truc. C'est du CST et du F3 SCT. Il convient de remplacer du coup Madame King dans les suppléants, notant que les titulaires sont Arnaud Magloire, Romain Bernier, moi-même et Frédéric Bell. Et dans les suppléants, on avait déjà Alice Bardet et Thierry Menera. Et donc vous êtes toujours d'accord pour voter à main levée? En tout cas, il y avait une candidature. C'était Valérie. Toujours en main levée, ça vous va? Eh bien, donc on propose la candidature de Madame Thiedrez. S'il n'y a pas d'objection, eh bien Valérie, tu es désignée. Et ensuite, sur le F3 SCT, il est toujours un peu compliqué le... voilà. C'était aussi Madame Thiedrez. Pas d'objection. Eh bien, Madame Thiedrez, vous êtes désignée. Ensuite, on retourne aux commissions municipales et c'est Monsieur Serre. Pardon. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que des opérations pluriannuelles d'investissement, c'est pas celle-ci. Hein. Je crois que c'est la moi. 24, c'est pas moi. Hein. Je crois que c'est moi pour la 24. Autant pour nous. On a joué sur les commissions municipales. C'est qui? C'est moi, c'est moi. Ah, bah alors. Rémi. Je peux y dire. Merci. Mes chers collègues, la composition des commissions respecte la représentation proportionnelle pour assurer un pluralisme des élus. Le maire préside toutes les commissions, remplacées en cas d'absence par un vice-président élu. Lors de la séance du 28 juillet 2020, le conseil municipal a adopté 5 commissions. Cohésion sociale, affaires scolaires, jeunesse et famille, solidarité, affaires sanitaires. En 2, urbanisme, cadre de vie, transition écologique. Ensuite, commerce, artisanat, économie sociale et solidaire. Vie citoyenne, administration générale, vie quotidienne et tranquillité. Enfin, culture, patrimoine, vie associative et sportive. Après l'élection d'une nouvelle adjointe le 12 juin 2025, la première commission est actualisée en affaires scolaires, enfance, jeunesse et famille. Le nombre d'élus par commission sera variable selon les candidatures, avec un maximum de 11 ou 12 membres, conformément au règlement du Conseil. Il est proposé de compléter les commissions et de remplacer l'élu démissionnaire avec les candidatures suivantes. Commission affaires scolaires, enfance, jeunesse et famille. Donc là, je fais une candidature. Donc l'appel à candidature, je crois qu'on nous avait proposé, donc il y avait Maude, et puis Madame Roy, qui est souffrante. Est-ce que c'était bon pour tout le monde? Ou attends, je regarde si vous y étiez, mais il y a déjà Madame Iglesias. Où? Non, vous êtes sur ma liste. Ah, sur la culture? Bah, on le passera après. Donc, en tout cas, sur la commission Affaires scolaires, enfance, jeunesse et famille, donc on propose Madame Modombis et Madame Nathalie Roy. S'il n'y a pas d'objection, c'est validé. Ensuite, on avait la commission urbanisme, cadre de vie, transition écologique. Donc, normalement, il n'y avait pas de changement normalement. Est-ce qu'on était complet? Je recompte. Bon, il y a encore de la place au cas où, mais je sais que Monsieur Moser est en fait déjà parti. Donc on considère que c'est complet. Sur la commission commerce, artisanat, économie sociale et solidaire, relations avec les entreprises, donc il y avait nécessité de remplacer Patricia, et je crois qu'il y avait Frédéric qui s'était positionné. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui souhaitaient aller dans la commission et qui n'y seraient pas? Non. Eh bien, je propose donc uniquement la candidature de Frédéric. Est-ce qu'il y avait des objections? Non. Eh bien, Frédéric, tu es désigné. Et puis, je crois qu'ensuite, donc c'est quelle commission? Vous m'avez dit que vous n'y étiez pas, Madame Culture. Je regarde. Non, moi je sais pas.
Eh bien, on actualise, ou peut-être il y avait un oubli où ça a été actualisé en cours. Eh bien, on vous propose donc en commission culture le rajout de Madame Iglesias. Est-ce qu'il y avait des objections? Non. Eh bien, rajoutez. Le maintien, pardon. C'est plutôt le maintien, parce que Madame Iglesias était déjà dans la commission culture. Non, mais comme juste une coquille. Une oubli. Bon, en tout cas, ça permet de... Vous êtes reconfirmé. Vous avez passé l'examen. Eh bien, merci. Donc, rapport suivant. Et là, c'est moi. Il faut juste que je retrouve ma fiche. Et donc pour rappel, c'est sur les attributions de fonds de concours de Troyes-Champagne Métropole. Donc, Troyes-Champagne Métropole a voté le 22 mai dernier l'attribution d'un fonds de concours à la commune de Sainte-Savine d'un montant de 144 263 € pour l'opération de requalification des bassins saviniens sur la phase 1. Et donc, il vous est proposé de décider d'approuver le fonds de concours et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document à cette affaire. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre? Bon, on nous donne de l'argent, ce serait quand même bête de refuser. Vote contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant avec d'autres attributions de fonds de concours de Troyes-Champagne Métropole. Monsieur Hennequin. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, Troyes-Champagne Métropole a voté le 3 juillet dernier l'attribution d'un fonds de concours à la commune de Sainte-Savine d'un montant de 400 000 € pour l'opération de requalification du parc de la Noue, dont la création de terrains de football synthétique. Donc, mes chers collègues, il vous est proposé de décider d'approuver le fonds de concours d'un montant de 400 000 € attribué par la communauté d'agglomération Troyes-Champagne Métropole en vue de participer au financement de requalification du parc de la Noue-Lutel avec la création de terrains de football synthétique et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à cette affaire. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Donc, rapport numéro 27 avec admission en non-valeur. Monsieur Bernier. Merci, Monsieur le maire. Après avoir épuisé les moyens dont il dispose pour recouvrir les créances de la ville auprès de divers débiteurs de la commune, le trésorier demande l'admission en non-valeur, donc des créances potentiellement recouvrables et créances éteintes, créances définitivement annulées de produits se rapprochant de différents exercices comptables et pour lesquels les recherches entreprises auprès des débiteurs se sont déclarées infructueuses par la Direction générale des finances publiques. À cet effet, le Trésor a adressé à l'administration municipale l'état de ces produits dont la synthèse est présentée ci-après, donc dans les tableaux. Vous avez à la fois dans l'objet les services qui sont concernés, donc il y a principalement des factures de cantine, de périscolaire, etc. Vous avez pour les plus grosses, notamment des occupations du domaine public, c'est pour la fourrière. Et puis vous avez le numéro du titre et puis l'année de référence. Il y en a pour certaines qui sont assez anciennes. En général, ça s'explique par soit tous les moyens qui sont déployés par l'administration fiscale pour essayer de retrouver les gens, ou des fois, quand il y a des changements d'adresse, ils vont jusqu'au bout pour essayer de trouver les débiteurs. L'ensemble de ces opérations, de ces admissions de valeur représente un montant total de 5 779,60 € et 68 centimes. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'approuver le présent rapport relatif aux admissions en non-valeur et aux créances éteintes du budget principal de la commune de Sainte-Savine. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Et donc, rapport suivant, rapport numéro 28, avec la décision modificative numéro 2, Madame Bultequin. Merci, Monsieur le maire. Pour mémoire, les crédits votés, budget primitif plus décision modificative numéro 1 s'élèvent à 15 021 770,94 € en section de fonctionnement, 10 553 788,69 € en section d'investissement.
La décision modificative numéro 2 proposée porte sur une augmentation des crédits en section de fonctionnement de 108 759 €, une augmentation des crédits en section d'investissement de 1 130 692 €. Le total des crédits ouverts au budget 2025 s'élèvera donc à 15 130 529,94 € en section de fonctionnement, 11 684 480,69 € en section d'investissement. Les modifications majeures de la décision modificative numéro 2 en section de fonctionnement. Les recettes de fonctionnement sont augmentées de 108 759 €, plus 14 754 € au chapitre 74 dotation et participation, moins 2 070 € de subventions départementales pour l'école de musique, plus 16 824 € de subventions Citeo relatives aux déchets sauvages, plus 62 253 € au chapitre 75, autres produits de gestion courante, plus 62 253 € d'indemnisation d'assurance suite à incendie, plus 31 752 € au chapitre 77, produits exceptionnels, plus 27 317 € de remboursement de charges pour l'école Aubrac, plus 4 435 € d'indemnisation d'assurance suite à vol. Il est proposé d'augmenter les dépenses réelles de fonctionnement de 74 403 €, plus 25 813 € au chapitre 011, charges à caractère général. Il s'agit d'ajustement des crédits de service, plus 48 590 € au chapitre 65, autres charges de gestion courante, plus 9 ce qui comprend plus 9 590 € d'abonnements divers logiciels, plus 10 000 € de créances irrécouvrables, plus 4 000 € de subventions aux associations, plus 500 € de géolocalisation pour la balayeuse, plus 19 500 € de cotisation TCM pour le conseil en énergie partagée, plus 5 000 € d'instruction pour des permis de construire. Les dépenses d'ordre de fonctionnement sont augmentées de 34 356 €, chapitre 023, virement à la section d'investissement. En section d'investissement, les dépenses d'investissement. Pour mémoire, il est rappelé que les dépenses d'équipement sont votées en opération et que la collectivité a recours aux autorisations de programme et aux crédits de paiement pour les dépenses d'équipement pluriannuelles. Au vu de l'avancement des opérations gérées en autorisation de programme, les crédits de paiement votés lors de la séance du 6 mai 2025 à hauteur de 4 686 145,13 € sont augmentés de 925 400 € comme proposé dans la délibération présentée ce jour. Moins 10 000 € pour l'ADAP, moins 57 000 € pour la réhabilitation de la médiathèque, plus 120 000 € pour la restauration de l'église, moins 50 000 € pour la requalification du parc de la Noulutel, plus 40 000 € pour la requalification du poste de police. Plus 30 000 € pour le plan école, plus 652 400 € pour la requalification du tiers-lieu piscine, plus 200 000 € pour la voirie rue Parmentier. Les crédits votés et budget primitif pour les autres opérations d'équipement sont modifiés comme suit. Plus 174 456 € pour l'opération 11 bâtiment, plus 105 236 € pour l'opération 12 aménagement du territoire, plus 5 600 € pour l'opération 14 animation de la vie locale, plus 3 500 € pour l'opération 16 administration générale, plus moins 120 000 € au chapitre 023 immobilisation en cours. Les dépenses financières sont augmentées de 36 500 € au chapitre 26 au vu de l'adhésion à l'agence France locale AFL. Les dépenses d'investissement supplémentaires sont couvertes par les recettes d'investissement suivantes, plus 1 821 173 € de subventions obtenues de divers partenaires pour la réhabilitation de la médiathèque, la requalification du parc de la Noulutel, de la piscine, etc. Plus 34 356 € de virement de la section de fonctionnement, moins 724 837 € d'emprunt. Merci. Des remarques sur ce rapport? Monsieur Moser? Non? Monsieur Bernier? Non, il y avait juste quelque chose qu'on avait déjà dit en commission sur lequel il est important d'insister, c'est sur les subventions qu'on inscrit en fait en recettes d'investissement à hauteur de plus de 4 millions d'euros. On avait prévu cette année à peu près 3 millions, qui était déjà une enveloppe
assez importante et assez record. Et là, on dépasse les 4 millions de recettes. Donc c'est plutôt bien. Et cette semaine, on a eu une bonne nouvelle en plus du fonds vert avec quasiment 700 000 € sur le projet piscine, qui est une très bonne nouvelle, et aussi le résultat que à la fois les services et puis les élus montent aussi bien les dossiers. Et on l'a parlé en commission. C'est des dossiers qui sont très techniques en fait à monter, qui sont très longs, qui prennent des fois du retard dans les projets, parce qu'en fait tant qu'on n'a pas des fois les marchés qui sont notifiés ou le lancement en fait des marchés qui sont lancés, il y a certains organismes ou institutions qui ne nous suivent pas, qui ne débloquent pas les fonds. Donc on essaye à chaque fois d'adapter aussi les projets un petit peu à la carte en fonction des desiderata des institutionnels et puis des dossiers ou des appels à projets sur certains dossiers. Et c'est ce qui explique parfois qu'il y a certains projets qui durent un petit peu dans le temps, mais quand on voit le montant des financements et puis des recettes d'investissement qui permettent de dépasser les 4 millions cette année, ça vaut des fois la peine d'attendre un petit peu avant d'appuyer sur le bouton en étant pressé ou des fois tenu un peu par le calendrier électoral. Mais comme on pense à l'intérêt collectif, l'intérêt collectif c'est aussi des fois de raisonner un petit peu dans le temps, dans la durée, et puis advienne que pourra après les élections. Mais en tout cas, les choses sont faites, et avec des financements qui sont assez importants. Et on remercie aussi tous les cofinanceurs qui nous suivent. Et ça montre aussi la qualité, notamment par exemple pour le fonds vert ou tous les projets de renaturisation ou le fonds Clarins qu'on a pu avoir aussi avec 95 000 €. C'est pas simplement des fois du greenwashing, où il n'y a pas simplement des fois des budgets qui sont disponibles. C'est aussi les institutions et les partenaires qui nous suivent en fonction aussi de la qualité et de la pertinence des projets qui sont mis sur le territoire, notamment quand il y en a plusieurs sur le territoire, sur un département de l'Aube qui se télescope. Et des fois des projets qui sont ciblés plus que d'autres, dont sur certains fonds que j'ai cités, les nôtres. Merci pour ce rappel. Effectivement, il y a un certain nombre des opérations des fois qui sont mieux financées que d'autres. En tout cas, le bon exemple où on est quand même pas trop mal sur le taux de financement sur le site, notamment de la piscine, la requalification des bassins savignans. On est sur un taux de subvention de plus de 75%, voire peut-être même jusqu'à 80%, avec du financement privé et du financement public. Et un merci particulier, notamment au service de l'État, qui nous ont quand même très bien suivis sur le fonds vert. C'était des engagements, je rappelle, de l'ancienne, c'est aussi important de le dire, c'est l'ancienne préfète avait quand même bien suivi ce dossier, l'avait soutenu, et a passé le message, et et au résultat, ça a été suivi aussi au niveau du SGAR, donc à la préfecture de région, pour suivre les engagements de l'État sur ce dossier en particulier, puisque là, pour le coup, on est à 680 000 € uniquement de l'État sur le dossier piscine. Voilà. Et donc avec un reste à charge d'à peu près, après c'est toujours estimatif, d'à peu près 500 000 € sur une opération de plus de 2 millions et quelques d'euros. Donc c'est quand même 2 200 000 de mémoire, 2 200 000 euros hors taxe. Voilà, c'est toujours après les difficultés entre les... Donc avec un très bon taux de subvention là-dessus, on va essayer encore de grignoter un petit peu, puisqu'on est quand même plafonné sur les aides publiques, mais le fait qu'on ait eu l'aide Clarins, ça nous permet peut-être d'atteindre un très bon taux de financement. Et puis après, il y a d'autres opérations aussi qui sont assez bien financées. Là aussi, ça fait un petit peu l'écho avec ce qui s'est passé hier. Alors, il y avait l'église, mais juste avant, en fait, on avait la signature d'un partenariat avec la Banque des Territoires, dans le cadre notamment du plan EDU Rénov, en fait, dispositifs de financement qui sont fléchés sur la rénovation des écoles, avec des financements bonifiés sur la rénovation des écoles. Donc on a été considéré comme éligible. On est la deuxième ville de l'agglomération à être éligible après 3. Donc il y avait une phase d'instruction, et notamment en termes d'estimatifs de performance attendue. Alors c'est pas que c'est malheureux, mais on a quand même des écoles qui sont assez anciennes, et en tout cas sur les travaux estimés en termes de performance énergétique, on arrivera à atteindre des seuils suffisamment élevés pour être éligible sur le programme EduRénov. Donc en tout cas, on essaye de prendre du temps pour avoir des bons financements, des bons taux de financement. Et après, la question de la complexité, c'est comme c'est rappelé, c'est quelquefois, les financeurs ne donnent pas leur aval toujours au même moment. Et donc, quelquefois, il y en a qui demandent des pièces complémentaires. Là, de la performance énergétique. Là, il faut en fait les notifications de marché. D'autres, qui vous financent en amont sur des pré-programmes. Donc voilà, c'est aussi la complexité.
Mais en tout cas, il y a un très gros travail et je remercie les services et les élus qui sont investis sur les thématiques pour qu'on puisse être le plus performant sur la recherche de cofinancement. Voilà. Monsieur Moser. Oui, je voudrais dire que effectivement, on a eu un échange assez long à la commission sur ces problématiques-là. Donc il y a un travail effectivement de recherche de subventions qui me semble tout à fait important. Donc je confirme les propos de M. Bernier au niveau de la commission. Je dirais, bon, ça pour l'investissement, effectivement, tant mieux. On sait que plus on crée de bâtiments ou d'aménagements, etc., il faut penser aussi qu'une fois que les investissements sont effectivement importants, que le reste à charge est diminué pour la commune, il y a toujours, on génère toujours beaucoup des frais de fonctionnement. C'est un autre problème, mais il ne faut pas l'oublier non plus. Ceci dit, je dirais aussi que M. Bernier sait très bien mettre en valeur le travail qui a été fait. Voilà. Non, mais puis en fait, c'est vrai, voilà, je suis très honnête quand je dis ça. Et on était peu nombreux, mais il y a eu un échange qui a été long, parce qu'on avait une petite commission sinon, là-dessus. Dernier élément pendant cette commission, parce que c'est important de dire ce qui se passe en commission quand même, c'est effectivement, moi il m'apparaît que les écoles devraient être l'objectif numéro 1 du prochain mandat, si vous y êtes encore, ou s'il y a une autre équipe. Parce que c'est vraiment un gros morceau et je pense que là, après tous les projets ou tout ce que vous avez projeté depuis le début du mandat là, je pense que régler la question des écoles, c'est vraiment un gros morceau et que ça devrait maintenant être une priorité absolue. Voilà ce que je pense. En fait, ça a été toujours une forme de prêter, mais c'est du temps long. Voilà, c'est la question des études. En plus, souvent, c'est sur des sites occupés. C'est pour ça qu'en fait, la question de Berniol, c'était c'était pas la simplicité, mais pour atteindre à la fois le niveau de confort, de performance aussi, parce que quand on parle des coûts de fonctionnement, c'est aussi de viser la question de la performance aussi énergétique et donc la réduction notamment de tout ce qui peut être fluide. Demain, c'est la question à la fois de l'eau, mais aussi de la question de l'énergie. Donc typiquement sur Berniol, on aura de la chance sur le programme qui est envisagé, c'est de pouvoir avoir de la production photovoltaïque, donc et puis photovoltaïque qui pourrait être aussi partagée dans une boucle d'énergie. Donc après, c'est de viser aussi sur la question, ne serait-ce que sur la partie, ce qu'on a fait aussi sur la question du site de la piscine, c'est de pouvoir aussi produire de l'énergie photovoltaïque, avec la question aussi de la récupération de l'eau, quand c'est possible. Parce qu'après, c'est vrai que sur les anciens bâtiments, c'est des fois plus compliqué. Après, voilà, il y a forcément une forme de phasage, de diagnostic. Et puis c'est vrai que les financeurs demandent, nos partenaires, je ne sais pas que les financeurs, mais nos partenaires nous demandent aussi beaucoup d'études préalables. Et puis en fait, on a des sites qui nécessitent une forme d'ingénierie particulière. Vous étiez aussi conscient des problématiques quand on parle d'Aubrac, de ferry, de pas mal de bâtiments, quasiment, on va dire peut-être même tous les bâtiments. Ça fait partie de priorités. C'est pour ça qu'en fait, on s'est inscrit dans le programme EduRénov'. Et puis après, ça va être forcément la priorisation, le lissage, des fois les opportunités, le fait de travailler très en amont. Et on sait que quelles que soient les équipes qui seront présentes par la suite, on travaille pas que on travaille pour le bien commun et pour les enfants, et qu'on sait que les écoles devront être faites. Pour ça qu'on doit avancer là-dessus, de fournir à celles et ceux qui viendraient en responsabilité tous les éléments pour poursuivre des travaux, parce que c'est une priorité et ça va au-delà du mandat et des personnes. Oui, le problème des écoles, effectivement, c'est d'abord le bâti. On a un bâti qui est beau, on a un bâti qui n'est pas facile à traiter. Et même s'il y a des progrès ont été faits suite à le bilan du CEP, des progrès ont été faits dans la consommation d'énergie, effectivement, il y a encore beaucoup de gains possibles par rapport à l'isolation, etc. On a des locaux qui ont beaucoup de murs porteurs, donc c'est aussi des contraintes architecturales importantes. Et puis se pose la question, en fonction éventuellement des prévisions d'évolution d'effectifs, etc., parce que derrière il y a aussi cette dimension-là, combien d'élèves va-t-on accueillir dans 10 ans et dans quelles conditions, se pose la question
y a différentes solutions possibles. Est-ce qu'il faut garder tous les bâtiments écoles ou pas? Je pense qu'il y en a certains qui posent encore question. Est-ce que ça vaut le coup de les garder? Est-ce que pour certains qui sont déjà grands mais qui ont du terrain autour, ou je pense par exemple à Jules Ferry qui a un vrai potentiel, il n'y a pas une solution là pour un groupe scolaire avec une partie beaucoup plus récente? L'école Guingouin est le bâtiment le plus récent et peut avoir aussi un fort potentiel. Donc il y a vraiment... voilà, je dis ça parce que ça m'intéresse, ça m'interroge. Il y a vraiment différentes solutions possibles, mais dans tous les cas, c'est un gros morceau qui ferait vraiment faire un bond en avant en ce qui concerne la commune. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est de la projection, même si je n'y serai plus. Madame Caterino. Effectivement, on s'est posé un petit peu toutes ces questions-là. Il y a deux problématiques qui viennent en plus. Vous aviez évoqué la démographie, en fait, donc le nombre d'enfants qui évolue assez rapidement, c'est-à-dire qu'entre ce qui avait été positionné lors des premières réflexions il y a 4 ans et aujourd'hui, on a déjà bougé, notamment sur la crèche et sur le nombre d'inscrits. Donc ça rentre aussi en ligne de compte. Et puis il y a aussi toute la dimension comportementale des enfants. Et on sait quand même qu'il y a un durcissement aujourd'hui du comportement. On a des remontées régulières de la part des équipes enseignantes avec des enfants qui sont plus difficiles à cadrer, intéresser, garder en concentration. Et du coup, les modalités de fonctionnement des écoles évoluent. J'entends dans certaines écoles, il n'y a plus de foot dans la récréation pour justement éviter les comportements qui pourraient être agressifs à un moment donné. L'école Guingouin adopte un mode de fonctionnement, j'en ai perdu le nom, mais qui est pas mal, qui fait que toutes les heures, globalement, les enfants se lèvent pour avoir des mouvements, pour évacuer un petit peu l'énergie qui est en trop et leur permettre de garder les savoirs. Et ça nécessite des salles supplémentaires, ça nécessite des espaces de pause supplémentaires. On est régulièrement interrogé aussi pour avoir, on l'évoquait là encore cette semaine avec Bastien Blanchot, des espaces de type tipi ou cabane pour les retours au calme de certains enfants qui ont des surcharges de sensibilité en fait et qui ont besoin de repartir au calme aussi. Et ça, c'est une évolution aussi, j'ai envie de dire presque sociologique, qu'il faut qu'on anticipe à 3 ou 4 ans pour les prochaines équipes qui seront en place et qui n'est pas forcément simple non plus. Il y a la dimension technique, il y a la dimension humaine en fait aussi, et puis la dimension démographique. Mais c'est intéressant du coup. Donc oui, c'est un vrai gros sujet et aussi en fait avec la complexité aussi de sites occupés. C'est pour ça qu'en fait on avait la question d'organisation sur certains sites où donc ça fait vraiment partie de réflexion, des fois d'effets d'opportunité, puis aussi là aussi des fois le travail et l'ingéniosité de services qui sont en capacité de faire des propositions. Donc on a quelques propositions intéressantes et donc ça, quand on sera bien avancé, on pourra les partager. Oui, monsieur A. Pour ajouter une petite information, attention toutefois, lorsque l'on parle d'aller vers des nouvelles pédagogies, effectivement, ou des nouvelles approches, attention à l'entrisme de mouvements sectaires qui commencent à se faire jour au sein de l'éducation nationale. Donc c'est relevé par plusieurs rapports. Donc je pense qu'il faut être vigilant. Bien sûr, je n'ai rien contre toutes ces nouvelles façons de concevoir l'enseignement qui arrive, mais encore une fois, soyons prudents parce qu'il y a des pratiques qui sont pour le moins ésotériques, on va dire comme ça, en tout cas bizarres, et qui relèvent effectivement de mouvements sectaires. Voilà. Après, les pratiques d'enseignement sont à la main de l'éducation nationale. Hein, donc, on aussi, nous ne nous immisçons pas dans les pratiques pédagogiques du corps enseignant. Voilà. Par contre, il y a aussi la dimension de nos effectifs, et dans les dimensions de nos effectifs, il y a la part du privé et la part du public. Et si nous, on a éventuellement des écoles qui perdent des classes en fonction, on dit, de l'évolution démographique, c'est qu'on a une concurrence. Et une concurrence que l'État nous impose de financer en partie. Donc c'est une vraie question aussi, ça. Ça rejoint la délibération de tout à l'heure. Bon, s'il n'y a pas d'autres remarques, on est sorti un petit peu on est resté dans le cadre, mais très... surtout que j'oublie pas de vous faire voter, surtout. Hein, voilà. S'il n'y a pas de remarques, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions, adoptés à l'unanimité, et on vous fait passer le petit papier pour vous
Vous y apposiez un petit gris-gris. Rapport suivant, rapport numéro 29, avec les APCP, avec la révision des autorisations de programme. Monsieur Serre. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que des opérations pluriannuelles d'investissement sont gérées grâce à la technique des autorisations de programme et ont été votées par le Conseil municipal du 6 mai 2025. Il est proposé au Conseil municipal de recourir à la technique des autorisations de programme pour une nouvelle opération, travaux de voirie avec enfouissement des réseaux rue Parmentier, et de réviser les autorisations existantes et crédits de paiement en fonction de l'état d'avancement des travaux comme indiqué dans le tableau suivant. Je pense que vous avez tous le tableau, je vais vous faire grille de la lecture. C'était bon. Est-ce qu'il y avait des remarques? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 30, avec l'adhésion à la Banque des collectivités locales. Monsieur Laville. Bon. En fait, on m'a feinté. J'ai deux papiers avec des choses différentes. Je vais me fier sur le dernier que j'ai eu. En vrai, je l'ai sous les yeux, je vais le lire. Voilà. Monsieur Laville. La création du groupe Agence France Locale a pour fondement essentiel la recherche pour les collectivités territoriales, leur groupement et les EPL d'un mode de financement efficace répondant à des contraintes fortes de transparence et satisfaisant à l'intérêt général. Au terme de l'article D 1611-41 du CGCT et pour l'application de l'article L 1611-3-2 du CGCT, peuvent adhérer à l'Agence France Locale les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux dont la capacité de désendettement définie comme le rapport entre l'encours de dette et à la date de clôture des comptes et l'épargne brute de l'exercice écoulé exprimé en nombre d'années constaté lors du pénultième exercice est inférieur à 12 années sur la moyenne des 3 dernières années pour les communes, la ville de Paris, les groupements et établissements publics locaux. Il est constaté que la commune de Sainte-Savine satisfait aux exigences réglementaires en ce que sa capacité de désendettement constatée lors de l'exercice 2023 est égale à 0,95 années et est ainsi effectivement inférieure à 12 années sur la moyenne des 3 dernières années, 2021, 2022, 2023. L'adhésion à la Banque des collectivités locales implique la souscription d'une participation au capital de l'Agence France Locale, société territoriale, d'un montant global de 36 500 € l'ACI de la commune de Sainte-Savine, établie sur la base des comptes de l'exercice 2023. Je vais t'afficher, juste pour la formule de fin. Ah ouais, bah non. J'ai beaucoup de lecture à faire. Aussi, vu l'énoncé ci-dessus, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'adhésion de la commune de Sainte-Savine à l'Agence France Locale, société territoriale, d'approuver la souscription d'une participation au capital de l'Agence France Locale, société territoriale, d'un montant global de 36 500 € ACI de la commune de Sainte-Savine, établie sur les bases des comptes de l'exercice 2023, en incluant le budget principal. Donc oui, en excluant les budgets annexes suivants et recettes réelles de fonctionnement 2023, 12 138 381 €. D'autoriser l'inscription de la dépense correspondant au paiement de l'ACI au chapitre 26, compte 261 en section investissement du budget de la commune de Sainte-Savine. D'autoriser le maire à procéder au paiement de cette participation au capital de l'Agence France Locale et selon les modalités suivantes, étant entendu que pour chacun des exercices, le paiement pourra être accéléré, donc année 2025, 36 500 €. D'autoriser monsieur le maire à signer les contrats de séquestre si ce compte devait être ouvert pour le versement des tranches d'apport en capital. D'autoriser monsieur le maire à signer l'acte d'adhésion au pacte d'actionnaires. D'autoriser monsieur le maire à prendre et ou signer tous les actes et documents nécessaires à l'adhésion et à la participation de la commune de Sainte-Savine à l'Agence France Locale Société Territoriale. De désigner monsieur Arnaud Magloire en sa qualité de maire et, donc là je présume qu'il y a une autre personne à rajouter. Et on demande un autre représentant. Est-ce qu'il y avait un ou une candidate? Vous battez pas, hein? Allez, monsieur Huard, allez. Et donc, monsieur Huard, en tant que représentant titulaire et suppléant de la commune de Sainte-Savine à l'Assemblée générale de l'Agence France Locale Société Territoriale,
d'autoriser le représentant titulaire de la commune de Sainte-Savine ou son suppléant à accepter toute autre fonction qui pourrait leur être confiée dans le cadre de leur représentation au sein du groupe Agence France Locale, donc conseil d'administration, présidence, vice-présidence, membres titulaires ou suppléants des éventuelles commissions d'appel d'offres, conseil de surveillance, conseil d'orientation, etc., dans la mesure où ces fonctions ne sont pas incompatibles avec leur attribution. D'octroyer une garantie autonome à première demande si après la garantie de la commune de Sainte-Savine dans les conditions suivantes aux titulaires de documents ou titres émis par l'Agence France Locale éligible à la garantie, les bénéficiaires. Le montant maximal de la garantie pouvant être consenti pour l'année 2025 est égal au montant maximal des emprunts que la commune de Sainte-Savine est autorisée à souscrire pendant l'année 2025. La durée maximale de la garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenus par la commune de Sainte-Savine pendant l'année 2025 auprès de l'Agence France Locale augmentée de 45 jours. La garantie peut être appelée par chaque bénéficiaire, par un représentant habilité d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou par la société territoriale. Et, si la garantie est appelée, la commune de Sainte-Savine s'engage à s'acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé dans un délai de 5 jours ouvrés. Le nombre de garanties octroyées par Monsieur le maire au titre de l'année 2025 sera égal au nombre de prêts souscrits auprès de l'Agence France Locale dans la limite des sommes inscrites au budget primitif de référence et sous réserve que le montant maximal de chaque garantie soit égal au montant tel qu'il figure dans l'engagement de garantie. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant pendant l'année 2025 à signer le lot les engagements de garantie pris par la commune de Sainte-Savine dans les conditions définies ci-dessus, conformément au modèle présentant l'ensemble des caractéristiques de la garantie et figurant en annexe. D'autoriser Monsieur le maire à prendre et ou signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en œuvre de la garantie autonome à première demande accordée par la commune de Sainte-Savine aux créanciers de l'Agence France Locale bénéficiaire des garanties. Engager toutes les procédures utiles à la mise en œuvre de ces actes et documents. Et d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Bon, je crois qu'en fait il y avait une synthèse, mais t'as lu tout en entier et en fait t'as dû louper la synthèse, mais voilà. Mais l'essentiel, enfin l'intégralité est dit. Des remarques sur ça, Monsieur Moser, une synthèse de... Non, en fait c'est une structure de financement, donc c'est une société anonyme mais à financement public qui finance un certain nombre de collectivités. C'est une structure assez récente de mémoire, ça a quelques années, qui n'était pas très implantée dans le département mais a priori qui va se développer de manière assez conséquente et qui offre des solutions de financement assez intéressantes avec différentes possibilités et solutions. Et puis également le fait aussi qu'on était éligible en fait au financement et à la candidature, puisqu'en fait on était scoré et très bien scoré en tant que structure qui ne présentait aucun risque. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport 31, Madame Gultequin. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, il est proposé de donner délégation à Monsieur le maire de procéder dans les limites fixées par le conseil municipal pour la réalisation des emprunts dans la limite d'un montant maximum autorisé de 2 millions d'euros destinés au financement des investissements prévus par le budget, pour la réalisation des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé de 800 000 euros. Après en avoir délibéré, je vous épargne la lecture des 1, 2, 3, 4, 5 articles. Eh bien, merci. Alors, on passe de... Non, mais c'est bien. C'est pour ça que, voilà, il y a les deux versions, il y a la version longue et la version courte. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Oui, Monsieur Bernier. C'était pas des remarques, c'était juste des précisions qu'on avait vues aussi en commission. Sur les 800 000, c'est pour rejongler en fait avec la trésorerie, ce qu'on a parlé tout à l'heure avec les subventions, entre des fois les notifications de subventions, surtout quand on arrive en fait en fin d'année et que ça glisse sur l'exercice suivant pour jongler en fait avec les trésoreries. Donc c'est pas pour couvrir les 800 000, c'est pas pour couvrir en fait, pour emprunter pour des dépenses d'investissement de long terme, mais c'est vraiment pour couvrir en fait les éventuels mouvements de trésorerie entre ce qui est notifié et ce qui est le moment où les institutions nous les versent. Oui, c'est la question des fois de la trésorerie et puis de la couverture par l'emprunt du financement. Et donc ça permet de sécuriser au cas où, parce que souvent on le sait que tardivement quand on attend les versements et que finalement ils n'arrivent pas.
Donc voilà, d'avoir des lignes de trésorerie, c'est toujours pratique. Et j'ai pas fini, juste. Je voulais juste repréciser, parce qu'on a une question en réunion publique, et c'est pas des questions bêtes, sur la question de l'emprunt. Juste rappeler qu'on n'a jamais emprunté à Sainte-Savine sous ce mandat-là. Et les autorisations d'emprunt ne veut pas dire qu'on va déclencher en fait l'emprunt. Il sera très certainement nécessaire pour les regards des gros investissements qu'il y a, mais c'est pas forcément une obligation. Comme les plafonds en fait qui sont votés, c'est pas forcément parce qu'il y a un plafond qui est fixé qu'on va forcément le déclencher. Et on a demandé une petite synthèse de ce qu'on avait déjà remboursé en fait en termes d'emprunt. Donc c'est pas des tabous. Ce qu'on avait dit aussi en réunion publique, c'est un peu à l'instar d'un particulier, c'est-à-dire que quand on achète soit sa maison, son appartement, sa voiture, on fait des travaux à la véranda, etc. Soit on paye en fait en cash, ou soit en général en fait on paye en plusieurs fois. Ça ne veut pas dire qu'on est endetté, qu'on se met en difficulté, c'est juste qu'on a déjà la capacité, ce qui est la nôtre, à pouvoir emprunter, et que tous les mois on peut emprunter, on peut rembourser 150, 200 euros, etc. pour étaler en tout cas la charge dans la durée. Et c'est ce qu'on fait pour les dépenses structurantes, que ce soit par exemple pour le plan école, pour la piscine, pour la médiathèque, sur les équipements qui sont assez structurants, c'est pas tabou et c'est beaucoup plus sain. Parce que soit on a la capacité en fait de payer tout en cash, et pendant qu'on fait ça en fait, on peut pas faire 2 concerts à la fois le plan école, à la fois la médiathèque, à la fois la piscine, etc. Donc la capacité en tout cas de faire toutes ces opérations, notamment le plan école et puis toutes les opérations qui viendront de fait, c'est une astuce. Et juste rappeler ce que du coup on a remboursé depuis 2020 avec les intérêts à peu près 2,3 millions d'emprunts. Toujours sur des opérations structurantes et sur des projets en tout cas durables. Donc c'est dire que c'est parce que c'est pas nous qui avons contracté les emprunts, que c'est pas en tout cas des emprunts et en tout cas des remboursements qui étaient vains et qui étaient inutiles, parce que c'est pour financer en tout cas des équipements structurants qui sont utiles à la population et sur le long terme. Oui, après c'est une question pas de logique, mais d'organisation. C'est sur des équipements qui ont vocation à durer un certain laps de temps. Il est normal de répartir la charge financière sur les usagers qui vont utiliser ces équipements dans la durée. Enfin voilà, c'est ce qui est somme toute assez logique. Après, il faut maîtriser la question de la durée globale de remboursement des emprunts. Donc c'est un outil qui est à disposition, il ne faut pas en abuser, mais en même temps, il faut savoir l'utiliser quand il y a nécessité. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes? Enfin, s'il n'y a pas d'autres remarques, pardon. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Et donc, rapport suivant, rapport numéro 32, Monsieur Huard. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Les prestations de fourrière automobile municipale font l'objet d'une délégation de service public. Le conseil municipal prend acte de la transmission du rapport annuel d'activité pour l'année 2024 de l'entreprise SAS Groupe JB pour la délégation de service public de la fourrière automobile. Le conseil municipal prend acte de la transmission du rapport annuel d'activité pour l'année 2024 de l'entreprise SAS Groupe JB pour la délégation du service public de la fourrière automobile. Le conseil municipal prend acte. Il prend acte et c'est voilà. Donc voilà. C'est juste prendre acte parce que je suis désolé, il y a dû y avoir un bug. Non, mais c'est prendre. Enfin, est-ce que vous êtes d'accord pour prendre acte? Voilà. Ceux qui ne sont pas d'accord, lèvent la main ou se taisent à jamais. Enfin, s'il y en a qui s'abstiennent de prendre acte, c'est toujours un peu compliqué ces formulations. Hein. Donc, on est tous d'accord que l'on prend acte de ce rapport. Voilà. Eh bien, rapport suivant, donc avec le rapport numéro 33, Monsieur Ménera. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, en application des dispositions légales et après avis du comité social territorial, le président du CCS de Sainte-Savine a sollicité la mise à disposition d'agents communaux pour assurer ses missions de solidarité. Cette mise à disposition, qui peut se faire sans remboursement entre la commune et le CCS, vise à renforcer l'efficacité des actions sociales locales et quantifier la ressource humaine municipale mobilisée. Un tableau récapitulatif des services concernés est présenté ci-dessous. Donc vous avez le rapport, le tableau qui vous a été présenté.
Le coût global estimé est de 35 565,43 €. Il sera dérogé à l'obligation de remboursement par l'organisme d'accueil, le CCAS. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver la mise à disposition d'agents communaux appartenant aux services mentionnés ci-dessus auprès du CCAS de Sainte-Savine, à compter de la signature des conventions de mise à disposition individuelle et pour une durée de 1 an. De dire que la mise à disposition fera l'objet d'une convention entre la commune et le CCAS, précisant notamment l'identité des agents mis à disposition, la mission, le temps de travail et les conditions d'exercice des fonctions de l'agent. La dispense à l'obligation de remboursement des rémunérations et charges sociales par le CCAS à la commune, les modalités de contrôle et d'évaluation, et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition ainsi que tout document afférent à l'exécution de la présente délibération. Merci. Merci pour la lecture du rapport. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport ? Non. Alors juste peut-être un petit point d'information pour celles et ceux qui étaient, ceux qui siègent au sein du conseil d'administration du CCAS. Je ne sais pas si on avait encore abordé, mais en tout cas, il y avait la question d'une problématique liée aux locaux actuels, mais ça, on avait déjà parlé, et puis vous étiez déjà au courant. Donc, il y a une forme de recherche, pas forcément active, en fait, effet d'opportunité. Donc, en tout cas, il y a une réflexion sur le déménagement du CCAS. Donc, voilà, ça, a priori, ça avance bien. Et donc, il y aura des informations qui arriveront incessamment sous peu, et ça sera partagé, je pense, avec les uns et les autres. Ça fait le lien avec la thématique CCAS. Est-ce qu'il y avait hormis ma remarque, est-ce qu'il y avait d'autres remarques? Non. Bon, ça permet de clarifier un petit peu à la fois le fonctionnement, l'organisation, pour à la fois le service prescripteur et puis le service support, pour dire voilà qui peut être disponible à quel moment, et ça clarifie le fonctionnement et ça sera plus simple pour les services et notamment pour le CCAS quand ils ont des besoins particuliers, de se dire voilà, ils ont des agents identifiés qui ont une quantité de temps disponible et alloué sur le CCAS, et de pouvoir se rendre disponible à hauteur du temps qui est alloué, avec après une forme de régularisation si à nécessité, puisque là pour le coup c'est plutôt de l'estimatif, et à la pratique on verra comment ça s'organise. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Donc rapport suivant avec le rapport numéro 34, Madame Chaudet. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, la ville de Sainte-Savine, dynamique sur le plan commercial, notamment sur l'avenue Gallieni et Leclerc, fait de la réduction des locaux commerciaux vacants un enjeu clé de stratégie de soutien au commerce local, valorisant des vitrines, d'aide à l'immobilier, modernisation des marchés. Pour cela, elle prévoit d'instaurer une taxe sur les friches commerciales, inoccupées depuis au moins 2 ans, applicable uniquement aux locaux commerciaux, excluant logements, bureaux, entrepôts, parkings. La taxe basée sur la taxe foncière sera progressive, 10% la première année, 15% la deuxième année, 20% à partir de la troisième année. La commune transmettra annuellement aux services fiscaux la liste des biens concernés, qui assureront le recouvrement. Les dégrèvements éventuels resteront à la charge de la ville. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'instituer à compter du 1er janvier 2026 la taxe annuelle sur les friches commerciales codifiée à l'article 1530 du Code général des impôts pour les commerces vacants depuis au moins 2 ans, de fixer les taux majorés indiqués sur la délibération, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes nécessaires et l'exécution de la présente délibération. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions? Adopté une abstention? Adopté à la majorité. Merci. Pardon? Sans pouvoir, oui, une abstention sans pouvoir.
Adopté à la majorité, merci. Rapport numéro 35 avec l'attribution marché public ménage, Madame Caterino. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la ville a lancé début avril 2025 un appel d'offres ouvert pour un marché de prestations de nettoyage et désinfection des locaux, organisé en 3 lots sous forme d'accord cadre à bon de commande avec un montant maximum par lot. En fait, on a scindé les écoles et les lieux qui vont donner lieu à l'appel d'offres sur la partie ménage pour simplifier un petit peu les réponses, le suivi et les organisations, notamment de personnel, etc., pour que ça corresponde un peu au plus près. À l'issue de la consultation, 5 candidatures ont été reçues pour chacun des 3 lots. Réunie le 26 juin 2025, la commission d'appel d'offres a retenu la société SAS de Richebourg Propreté, dont les offres ont été jugées les plus avantageuses pour les montants annuels suivants: 66 245,32 € hors taxe pour le lot 1, 48 083,42 € hors taxe pour le lot 2 et 30 451,40 € hors taxe pour le lot 3. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer le marché pour les lots énoncés ci-dessus et toutes les pièces y afférentes. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport numéro 36 avec l'actualisation du tableau des emplois. Monsieur Bernier. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, il convient de procéder aux actualisations suivantes du tableau des emplois, avec la création d'un emploi non permanent de chargé d'opération dans le cadre d'un contrat de projet à temps complet et la modification d'un emploi de directeur-directrice du pôle action éducative à temps complet portant sur l'élargissement des statuts pour lequel le poste peut être pourvu à compter du 11 juillet 2025. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'adopter la proposition du maire, d'inscrire au budget les crédits correspondants et de modifier le tableau des emplois tenant compte des modifications ci-dessus. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 37, avec l'actualisation du protocole du temps de travail du service accueil, Madame Gultequin. Merci, Monsieur le maire. La commune de Sainte-Savine continue d'améliorer la qualité de la relation avec les habitants, en particulier le service accueil, et de redonner à cette fonction sa place stratégique. L'objectif est de repenser l'organisation de l'accueil de la mairie en s'appuyant sur les besoins exprimés par les usagers et sur la collaboration de l'ensemble des services municipaux. Ce projet vise à proposer des horaires élargis pour plus de confort, à accompagner les habitants dans leurs démarches administratives, à lever les freins liés à la complexité des procédures et à garantir un accès facilité aux services publics de proximité, en plaçant le besoin humain et les demandes d'accès aux services publics au centre de cette nouvelle organisation. Pour y répondre, l'ajustement et l'harmonisation des horaires du service population, accueil général et état civil s'est imposé. Cette nouvelle organisation sera effective dès la fin du mois d'août et s'appuie sur une réflexion partagée, nourrie par les résultats d'un questionnaire diffusé auprès des habitants et en concertation avec les agents concernés. 3 principales mesures en découlent: l'harmonisation des horaires de l'accueil et de l'état civil, l'extension de l'amplitude d'ouverture de la mairie de 37 à 39 heures hebdomadaires, l'ajustement des horaires de la secrétaire de l'école de musique pour les aligner à ceux de la mairie. En conséquence, il est proposé de mettre à jour le protocole sur le temps de travail afin d'intégrer ces nouveaux rythmes. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non, l'idée c'est de vraiment, ça a été travaillé avec l'ensemble des services, en tout cas l'ensemble des personnes du service accueil, c'est de pouvoir en fait répondre à des attentes des administrés et puis de mieux organiser la partie accueil population, état civil, de sécuriser aussi l'activité des agents de l'état civil, donc notamment en présence le samedi où maintenant il y aura une présence aussi d'une personne de l'accueil, donc ça permettra d'éviter d'avoir une personne seule du service avec des fois des publics de plus en plus compliqués. Donc ça permettra de sécuriser l'activité des agents qui sont en exercice. Eh bien, s'il n'y a pas de remarques, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions?
Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et donc, rapport suivant avec la présentation du rapport social unique 2024, Monsieur Bernier. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, depuis le 1er janvier 2021, les collectivités territoriales et établissements publics doivent établir un rapport social unique, un RSU, annuel au titre de l'année écoulée. Il compile les données relatives aux politiques de ressources humaines autour des thématiques suivantes: l'emploi, le recrutement, le parcours professionnel, la formation, rémunération, la santé et sécurité au travail, l'organisation du travail et l'amélioration des conditions et de qualité de vie au travail, l'action sociale et protection sociale, le dialogue social, la discipline ainsi que des mesures individuelles en faveur de l'environnement. Le RSU se substitue aux différents rapports existants au sein des collectivités précédentes, à savoir le rapport sur l'état de la collectivité, auparavant qui était appelé le bilan social, le rapport de situation comparée entre hommes et femmes institué par la loi, et le rapport sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévu par le Code du travail. Donc le dossier, il n'appelle pas de vote, c'est juste, comme pour la délégation de service public, prendre acte qu'il vous a été présenté. Et donc vous prenez acte? Pas d'objection à prendre acte, ni d'abstention à prendre acte. Vous avez bien entendu ce qui a été dit. Et donc, nous prenons collectivement acte. Eh bien, rapport suivant, rapport numéro 39, avec présentation de l'organisation du service action éducative, Madame Caterino. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la commune de Sainte-Savine a toujours eu le souci de faciliter l'accès des jeunes et de leurs familles aux actions communales d'éducation enfance-jeunesse. Pour une meilleure justice territoriale, un égal accès aux différents services et accompagner les jeunes tout au long de leur parcours de vie, de la petite enfance aux jeunes adultes, le pôle action éducative a pour mission d'accompagner notre jeunesse de 0 à 25 ans avec la volonté de n'oublier personne. Par-delà toutes les structures d'accueil actuelles et en devenir, notamment pour améliorer nos conditions et capacités d'accueil, le pôle s'organisera en 2 services, petite enfance et enfance-jeunesse, chacun subdivisé en plusieurs secteurs cohérents et successifs dans la vie de l'enfant. Le service petite enfance, 0 à 3 ans, donc le secteur accueil collectif, le secteur accueil familial et le secteur relais petite enfance, RPE. Le service enfance-jeunesse avec le secteur 4-11 ans périscolaire, donc 7 directeurs d'accueil collectif de mineurs et extrascolaires avec l'accueil de loisirs d'Olto. Le secteur 12-25 ans divisé en 2 parties, les 12-15 ans avec la possibilité d'un espace ado réinventé axé sur les jeunes et leurs envies, tout en s'appuyant sur nos différentes structures, médiathèque, art déco, etc., et nos partenaires, et 16-25 ans qui permet une plus grande implication des jeunes dans la vie locale en lien avec le CCAS. Le secteur ressources, constitué des ATSEM et des agents de la restauration scolaire, et le secteur administratif, donc qui gère la gestion et l'accueil. Ce type de structure joue un rôle central dans la coordination des activités périscolaires, l'accueil de loisirs et les initiatives éducatives destinées aux jeunes. La gestion de ce pôle nécessite une collaboration étroite entre différents acteurs municipaux et partenaires locaux, incluant les écoles, les associations, les services sociaux, afin de créer un environnement propice à l'épanouissement des enfants et des adolescents, tout en soutenant les familles grâce à des solutions de garde et l'accès à des services éducatifs et récréatifs. C'est dans cette logique et avec l'arrivée en septembre d'un nouveau directeur des actions éducatives et d'un chef de service enfance-jeunesse qu'il devient essentiel d'actualiser l'organigramme pour la rentrée. C'est le fruit d'un travail collaboratif engagé depuis 6 mois pour permettre à chacun de se positionner sereinement au sein des services et secteurs de son pôle et de mener à bien ses missions tout au long de l'année scolaire. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'adopter la proposition du maire et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Il convient, en fait, l'évolution des services de la DAE ont été en cours depuis plusieurs mois. En fait, on les a suivis avec un secteur jeune qui évolue en fonction des besoins, des liens qu'on peut avoir avec la JD, avec nos éducateurs. La partie jeunesse aussi. Tous les animateurs et directeurs d'extrascolaires sur le périscolaire, l'extrascolaire se sont repositionnés sur différentes missions. On a aussi élargi un petit peu les domaines d'action avec le CLAS, avec des accompagnements, notamment sur le brevet. On peut se féliciter que nos jeunes ont tous eu de bons résultats. Enfin, là, l'idée est de pérenniser l'organigramme qui a été testé et mis en place et permettre à la direction qui va arriver en septembre de s'appuyer sur des équipes déjà en place, sur des postes déjà occupés en fait, et un organigramme qui soit clair. Voilà. Et juste pour compléter, il y a un petit oubli dans l'impression qui avait été rappelé dans le cadre du CST par Rémi. En fait, étant entendu dans le secteur 12-25, on a la coordination des actions transversales et partenariales, dont le CLAS, le CMJ et le CJ. Voilà.
Il avait cru qu'il avait disparu. Non, il est toujours présent et bien présent. S'il n'y a pas de remarques, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 40 avec le COSEC. Monsieur Bernier. Merci Monsieur le maire. C'est la traditionnelle convention annuelle qui définit le cadre de la mise à disposition du COSEC de la Noulutel au profit du lycée Édouard Herriot. Donc la convention précise notamment les espaces mis à disposition, dont la nouvelle salle de renforcement musculaire qui fait l'objet d'une facturation, d'une tarification à part, les conditions de leur usage ainsi que le montant facturé à l'établissement scolaire pour leur utilisation. Donc le montant annuel est facturé au lycée sur la base du coût de fonctionnement de l'année N-1 rapporté au nombre d'heures d'utilisation de l'infrastructure, ce qui aboutit à un calcul de 41 993,34 € pour l'année 2025-2026. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider la convention de mise à disposition du COSEC au profit du lycée, de dire que cette convention portera sur les années scolaires 2025-2026 et d'autoriser Monsieur le maire à faire toutes les démarches nécessaires et à signer tout document utile. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et donc, rapport numéro 41, donc le rapport qui a été remis sur table. C'est la récompense aux bacheliers saviniens bénéficiant d'une mention très bien. Précédemment, c'était positionné au niveau du CS et on avait décidé au CCS de pouvoir le transférer sur la collectivité. Et donc, il vous est proposé la mise en place et le transfert de ce dispositif donc pour les jeunes qui ont eu la mention très bien. Et donc, il vous est proposé d'approuver le dispositif en reconnaissance des élèves saviniens ayant obtenu la mention très bien cette année, de fixer la valeur unitaire minimale du bon d'achat de 30 € et d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous remercie. Et avant de clôturer, j'avais un alors, j'avais prévu de le lire en introduction, mais comme on a un petit peu les bugs, le bug informatique, et en tout cas, ça sera visible. Ça sera visible. En tout cas, je voulais faire je me suis posé un petit peu pour rédiger un petit texte que je souhaitais partager avec les uns et les autres, qui sera un peu notre conclusion de ce conseil municipal. En tout cas, je voulais rappeler un petit peu les différentes obligations et de rappeler que la démocratie, pour s'exercer pleinement, requiert la participation la plus large des habitants et elle implique des divergences dans les visions des uns et des autres, une contradiction ou encore une polémique politique légitime dans le débat public. Mais je rappelle que les allégations inexactes portant sur la commission d'infraction commise par les représentants d'une collectivité, qu'elles soient publiées ou relayées par voie numérique, sont fautives. Diverses publications identifiées sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines mettent en cause directement la collectivité et les agents publics dans l'exercice de leur mission sans justifier d'aucun élément de preuve. En ma qualité de maire et conformément à notre engagement de transparence de l'action publique, je me tiens à la disposition de chaque Savinienne et chaque Savinien pour expliquer, et ainsi que l'équipe municipale, pour expliquer l'action conduite par les services municipaux selon les trajectoires fixées et décisions prises par le conseil municipal. Tout Savinien peut m'adresser et nous adresser aux uns et aux autres des courriers, venir en mairie, il y a des permanences, en tout cas on est disponible. Et je tiens à indiquer que la collectivité se réserve dans ce contexte le droit d'agir, en particulier si cela s'avère nécessaire pour défendre l'intégrité des agents communaux. Et pour conclure mon propos, je rappelle qu'une société libre repose sur un socle de devoirs et de droits communs. La confrontation d'idées y est non seulement légitime, mais surtout nécessaire. Et dans un état de droit, la liberté d'expression n'est pas la liberté d'être autorisé à dire n'importe quoi et n'importe comment, sans en assumer les conséquences lorsque le droit est bafoué. Dans une démocratie saine, on débat, on confronte les idées, on propose, on se respecte. On ne salit pas les individus, on ne les détruit pas. Si l'on se sent concerné, à minima, de tout ce qui peut se passer dans le monde avec la thématique des fake news et de tout ce qui se passe, en tout cas, il est de notre responsabilité collective à avoir des discours construits, des échanges d'idées. Et je trouve qu'il est
dangereux, voire irresponsable, de fragiliser l'espace démocratique qui est le nôtre par des méthodes qui l'abîment. Voilà, je vous remercie et c'est le mot de conclusion avant la trêve estivale. Merci à toutes et à tous. Bravo.